dans Aubercaille, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Assume. Bonjour Gauthier. Bonjour Caroline. Alors toi Gauthier, écoute, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui parce que je te sais passionné par le sujet de la construction écologique. Et en plus de ça, tu es là pour nous partager quelques-uns de tes secrets. Alors pour reprendre dès le départ, tu es un grand voyageur avec un bagage d'expériences diverses et variées avec toi. Et en 2017, à l'arrivée de ta fille, tu décides de lancer ton blog qui s'appelle donc Faisons le mur, qui va devenir ta marque de fabrique où tu partages tes techniques de maçonnerie douce dans le but d'utiliser du coup les matériaux de manière plus durable et plus saine. Et en plus d'être blogueur, tu es aussi formateur sur le sujet. Donc tu souhaites transmettre tout ce que tu as pu apprendre lors de tes expériences et formations d'ouvriers. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la maçonnerie douce et comment apprendre ces techniques de construction, de éco-construction. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici ? Eh ben ouais, mais moi, il me reste plus rien à raconter, du coup, comment on fait ? Écoute, tu vas pouvoir développer tout ça sur le sujet et ça va pouvoir commencer directement avec notre petit jeu d'entrée avec une vérité et deux mensonges sur le sujet du jour. Je me permets d'interrompre 2 minutes l'épisode pour expliquer à nos auditeurs que cette fois-ci, on a eu un petit souci avec Gauthier sur la compréhension du jeu. Et donc là, Gauthier nous donne donc une vérité et 2 mensonges où je n'ai pas eu à deviner laquelle était la vraie de la fausse. Voilà pour la petite explication. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, donc une vérité, 2 mensonges sur la construction écologique ou en général. Le premier, donc je me suis un peu préparé. La première vérité que j'ai envie de donner, c'est que construire, c'est un jeu d'enfant. Et quand on dit jeu d'enfant, ça veut dire on comprend que c'est facile, et puis on comprend aussi que c'est tellement inné, que ça fait tellement partie de nous, que dès qu'on commence à savoir utiliser ses mains, on commence à construire des choses, on commence à bâtir, on fait des Legos, ça y est, j'avais même pas pensé, mais voilà, que ce soit des Legos, que ce soit des bouts de bois, que ce soit tout ce que tu veux, donc on construit parce qu'on a envie de développer et puis d'inventer des petits mondes. Donc moi, la première vérité que je pense est forte et intéressante, c'est, et surtout quand on est justement soi-même en phase de devoir approcher les travaux, c'est que construire, c'est un jeu d'enfant à la base. Et on se surprépare parce qu'on est des adultes et puis qu'on a envie de faire les choses bien et puis que il faut avoir un bon, il faut bien estimer les quantitatifs et tout ça. Mais quand on commence à le faire, on se rend compte qu'on prend un vrai plaisir et on se découvre en le faisant. Ok. Donc voilà. C'est noté. Les 2 mensonges qui sont souvent entretenus et pris pour vrais, je pense que il y en a un qui est intéressant, c'est que on pense toujours que les anciens faisaient les choses mieux, les anciens savaient faire bien, les anciens étaient plus sages. Et moi, j'aime bien croire que en fait, les anciens étaient ni plus sages ni même vieux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle les anciens, c'était des gars qui avaient 20 piges ou peut-être moins, qui devaient construire leur maison comme ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, avec le peu d'expérience qu'ils avaient. Donc bien sûr qu'ils profitaient un petit peu des gens qu'ils avaient autour, mais en fait, dans le bâtiment, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par les générations passées. Donc souvent, on met un peu sur un piédestal les anciens comme étant justement la source ultime de techniques et de comment on va appeler ça, savoir-faire. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit les choses qui ont été bien réussies par les anciens, on voit pas toutes les choses qui ont été mal faites. Et aujourd'hui, avec justement la communication comme on la connaît, la diffusion d'informations comme on la connaît, je pense que monsieur ou madame lambda est tout aussi capable que les anciens en termes d'information. Voilà. Ok. Et la dernière fausse vérité. Fausse vérité, du coup, c'est que je pense les matériaux écologiques, on les voit toujours comme étant chers et puis un peu inaccessibles. Donc on se dit si j'ai les moyens, je ferai ça ou ça. Donc il y a des produits transformés qui sont effectivement un peu plus chers que les autres produits du marché, surtout les produits industrialisés. Mais en fait, quand on comprend les grands principes et quand on sait utiliser les produits et les matériaux bruts, on se rend compte qu'en fait c'est le contraire, quoi. C'est des matériaux qui coûtent 3 fois rien à la réalisation.
Alors moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire c'est plus les enduits, les peintures, les choses comme ça. Donc celui qui sait faire ses propres enduits ou faire ses propres peintures, il se rend compte que en fait ça coûte vraiment pas grand-chose. Et là où il y a un gros biais, c'est que il y a beaucoup de produits qui sont pas encore assez bien distribués sur le marché, et étant donné qu'ils sont pas distribués, on va dire en grande quantité, eh ben ça fait que les prix sont plus chers. Mais là aussi, je pense qu'en attendant les années qui arrivent, la tendance elle est vraiment vers les matériaux écologiques, et que du coup l'offre et la demande vont faire que même les produits qui aujourd'hui sont plus chers vont revenir à des prix accessibles, quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette entrée en matière, parce que du coup, ça nous met un pied dans le sujet, et ça nous permet aussi de placer quelques fausses vérités et vérités sur le sujet. J'ai une question qui est principale, mais qui est nécessaire. C'est quoi la maçonnerie douce pour toi, Gauthier ? La maçonnerie douce, alors déjà, c'est un terme qui me plaît. Pour moi, c'est plus un art de penser que vraiment quelque chose qui existe, parce qu'au final la maçonnerie c'est toujours lourd, c'est souvent dur, ça peut être corrosif, on déplace beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de manipulations, mais l'idée de maçonnerie douce, je pense que ça résonne parce qu'on sait bien ce que c'est que la médecine douce, et que c'est des manières d'essayer de soigner d'une autre façon. Et à mes oreilles et dans ma bouche, la maçonnerie douce, c'est voilà une autre façon de soigner l'habitat avec des matériaux qui eux sont beaucoup moins impactants, qui sont beaucoup moins dérangeants pour la structure et surtout la pérennité du bâti. Et en dernier lieu, la maçonnerie douce, ça me fait beaucoup penser aussi à la maçonnerie en terre. Donc là aussi, on revient à ce qu'on disait sur les enfants. Donc les matériaux terre, on peut vraiment les manipuler, on peut les toucher. Il y a vraiment un partage, et puis la sensibilité joue un rôle important. Et le fait de pouvoir utiliser ces matériaux avec ses mains pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir les faire un petit peu tout. Voilà, ça amène aussi une forme de douceur, une forme de rondeur. Et super intéressant. Et du coup, ça me fait demander, est-ce que la maçonnerie douce, ça inclut exclusivement que les matériaux liés à la terre, ou est-ce que ça peut être inclure d'autres techniques comme je sais pas, la paille, le bois, etc. Ou est-ce que c'est... Non, dans ma bouche, ça inclut un peu les différentes techniques de solutions écologiques. Encore une fois, c'est tous les matériaux qui ont une valeur ajoutée positive pour le bâtiment. Parce que on a pris l'habitude ces dernières décennies de beaucoup utiliser des matériaux qui étaient accessibles, qui étaient rapides, dont l'ouvrabilité était rapide, donc on pouvait faire vite les choses, ça collait partout, ça tient sur tout, et au final c'est des matériaux qui finissent par enfermer, par emplâtrer les maisons. Et aujourd'hui, avec le recul, on commence à se rendre compte que les maisons en souffrent, entre guillemets, qu'il y a des problèmes d'humidité énormes dans un foyer sur 4, un foyer sur 5 a des problèmes d'humidité dans les maisons principales. Donc voilà. Et là maintenant, on passe, on va dire, à l'autre ou la nouvelle ère, avec des produits et des matériaux qui sont naturels déjà, mais au-delà d'être naturels, ils sont aussi sains pour la maison et sa pérennité. Et plus durables, oui. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des principaux ingrédients ou outils pour faire de la maçonnerie douce ? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir beaucoup de choses autour de soi pour pouvoir en faire ? Non, l'idée c'est de pas trop. Après, c'est compliqué dans le bâtiment de pas avoir beaucoup d'affaires, parce que selon les travaux, si c'est des travaux extérieurs, il va tout de suite falloir un échafaudage, il va tout de suite falloir une bétonnière, il va tout de suite falloir, comme dit, mélanger des grosses quantités. Du coup, ça demande toujours un petit peu d'équipement, ouais. Ça demande de l'équipement. Après, pour ce qui est de l'intérieur, là, on peut se servir d'un fouet de cuisine. Alors pour tout ce qui est peinture qu'on fait soi-même, tu peux les faire dans ta cuisine. Il y a des peintures qu'on cuit, à base d'amidon, donc on va les faire chauffer pour développer un petit peu les fonctionnalités collantes. Et du coup, là, oui, ça peut se faire un petit peu avec tout et rien. Et ma démarche à moi, quand j'ai commencé à être artisan, c'était tout ce qui rentre dans le Kangoo. Donc j'ai pas un fourgon, j'ai un Kangoo, mais mon idée c'était que mes chantiers devaient rentrer dans le Kangoo, et voilà, je rabattais les sièges, et puis qu'il y ait
un maximum de choses dedans. Et ça, c'est plutôt un luxe dans le monde de l'artisanat parce que plus on se développe, plus on a besoin d'un camion pour transporter, pour chercher ci, pour chercher ça. Et voilà. Oui, ça peut vite être volumineux en plus, donc effectivement. C'est ça, ça peut être volumineux. Et après, pour répondre clairement à la première question, donc une taloche, une truelle, une lisseuse, voilà, 3 outils, on peut déjà faire énormément de choses avec ça. Et puis une gamate ou une poubelle pour mettre les matières dedans et les mélanger. Une gamate, c'est quoi ? Alors gamate, c'est un récipient de forme rectangulaire dans lesquels on va mélanger des plâtres ou mélanger des enduits, mélanger des mortiers. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi, c'est peut-être moi qui ai le mauvais vocabulaire, mais une auge ? Ouais, c'est une auge, c'est ça. Ok, trop bien. Bon, ça va, j'ai un petit peu de vocabulaire, tout va bien. Ok, et du coup, est-ce que c'est facile de se former à l'autoconstruction et du coup à la maçonnerie douce par la même occasion, sur ta spécialité ? Alors, très bonne question. Est-ce que c'est facile ? Ça dépend ce qu'on entend par facile. Est-ce que c'est accessible ? Oui, c'est accessible. Est-ce que c'est facile d'apprendre quelque chose ? Oui. Est-ce que c'est facile d'être bon dans ce qu'on fait ? Là, du coup, non, parce qu'il faudra ajouter le paramètre temps. Donc, souvent, il y a cette notion de... je crois que c'est Idriss Aberkan qui disait la connaissance, c'est l'attention ou l'intérêt multiplié par le temps. Et là, c'est pareil. Donc, c'est facile de pouvoir faire quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses tout à fait passables. C'est-à-dire passables pour moi dans le sens, ça passe, ça va très bien, ça suffit. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se former excessivement. Mais après, plus on manipule le sujet, plus on se rend compte de la profondeur du sujet et plus du coup ça pousse à faire des nouvelles recherches, à comprendre, à essayer de faire des nouveaux tests et là ça peut durer une vie clairement. Donc c'est facile dans le sens où c'est accessible. L'information, comme je dis aujourd'hui, elle est là, elle existe. On peut trouver des gens. Il n'y a pas encore assez d'artisans ou assez de formateurs, je pense, dans ce milieu-là, mais ça vient. La tendance est favorable. Mais est-ce que tout un chacun peut devenir expert ? Non. Voilà. Ok. Donc si demain on a envie de partir dans un schéma d'autoconstruction, qu'on a envie de faire sa maison soi-même ou quoi que ce soit, on a déjà moyen de trouver quelques informations, mais à partir de quand faut se dire soit je fais appel à un professionnel, soit il faut que je me paye une formation pour devenir est-ce qu'il faut toucher quand on touche à la structure, quand on touche tu vois, est-ce que si on fait des finitions, on est capable de le faire soi-même ou alors est-ce qu'il faut mieux est-ce qu'il y a une sorte de point de non-rupture où là il faut se dire là il faut que je passe à un niveau un peu plus expert parce que ça peut toucher au danger ou pour la maison, pour la structure quoi. Après, tout dépend si on tient aux personnes qui vont habiter dans la maison. On essaye structurellement de pas mettre leur vie en danger. Donc là, on va partir de ce principe, ouais. On va partir de là. Ça dépend pour qui on construit la maison, donc. Mais oui, il faut faire attention aux reprises de charge, aux efforts. Enfin, c'est quand même toute une mécanique la maison. Ça peut tenir debout pendant un temps et s'effondrer d'un seul coup. On ne sait pas vraiment pourquoi. Donc non, il faut. Il y a quand même des grands principes dans ce qui est le gros œuvre. Il faut quand même avoir des bases ou en tout cas faire valider un petit peu tous les points on va dire tous les doutes qu'on peut avoir. Et puis même c'est tellement compliqué que le gros œuvre, soi-même en perso, on va de toute façon faire appel à quelqu'un parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et après, pour ce qui est du second œuvre, donc tout ce qui est justement les finitions et tout, là on peut se lancer sans risque. Donc il y aura le risque esthétique, mais à part ça, on défait, on refait et puis on se lance. Donc voilà. Mais en vrai, même pour te dire que c'est pas parce que tu as construit ta maison que tu sais construire une maison. Typiquement on dit il faut 3 maisons. Donc comme ça, tu as une idée. Donc à ta 3e maison, tu commences à comprendre comment les choses devraient être. Ça devient plus fluide, quoi. Ça devient plus fluide. Où est-ce que tu perdais effectivement beaucoup trop de temps et puis qu'est-ce que tu peux faire en plus. Donc voilà, c'est tout un processus et c'est ça qui est bien aussi parce que moi dans la construction, je fais beaucoup le parallèle avec la construction de soi et soi-même, on se dit quand on a 20 ans, on a tout compris. Quand on a 30 ans, on se dit qu'est-ce que j'étais idiot quand j'avais 20 ans. Quand on en a 40, on se dit c'était pas mal, mais si j'avais fait ça à 30 ans. Donc on a toujours une estime, on va dire positive de soi à l'instant T, mais avec du recul et en dézoomant un petit peu,
on se rend compte que qu'en fait on a toujours été loin d'être parfait, mais que ça va très bien, quoi. Et donc, d'une manière absolue, est-ce qu'on sait construire une maison après la première? Non, parce que il y a ce principe de construction, on se développe, on avance, on change, on a d'autres besoins, et puis on les met mieux en pratique. Ouais, tout à fait. J'aimerais qu'on approfondisse peut-être sur la partie du coup secondes œuvres qui est liée à la maçonnerie. Aujourd'hui, toi, tu es spécialisé dans tout ce qui est peinture et enduit naturel, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, savoir comment ça fonctionne, c'est quoi l'intérêt en fait de ce genre de produit et tout simplement un peu la globalité de ces produits. Ouais. Alors l'intérêt premier, j'ai envie de croire que c'est s'approprier un petit peu son intérieur. Donc on a différentes couches d'identité. Bon, je pars sur des délires un petit peu, je ne sais je sais pas quoi, mais on a plusieurs couches de plusieurs corps, si tu veux. Et la maison, c'est une peau qui va venir, qui va être une peau, sur notre corps, sur tout ça. Donc chez soi, on doit être bien dans sa peau. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un intérieur qui nous ressemble, qui nous plaise, et donc le premier intérêt pour moi, c'est de pouvoir se faire plaisir avec des textures, des couleurs, des variations qui nous plaisent et qu'on a choisi. Qui nous ressemblent aussi, oui. Qui nous ressemblent, voilà, c'est ça. Donc il y a cette notion esthétique, artistique qui rentre en jeu. Il y a aussi, étant donné que c'est assez accessible, comme je le disais tout à l'heure, la notion de se dépasser, de se faire confiance. Donc on va d'un seul coup s'attaquer à un travail un petit peu plus conséquent et en le faisant, on va finalement prendre confiance, voir qu'on y arrive, voir qu'on a un résultat qui plaît. Quand il y a de la visite, les gens disent c'est sympa ça, comment t'as fait, comment ci, comment ça. Du coup, on est aussi en mesure de pouvoir transmettre ça, et ça c'est tout le bonheur d'apprendre quelque chose de nouveau et de savoir faire quelque chose avec ses mains, c'est que derrière, on est aussi en mesure de pouvoir le transmettre. Donc voilà, on s'approprie son chez-soi, on arrive à partager ces choses-là, et puis après, voilà, pour ce qui est du comment, il y a des grands principes qu'on va essayer de respecter, et une fois qu'on comprend ces principes, ils sont valables pour les mortiers qui vont donner des enduits, ils sont valables pour les mélanges qui vont donner des peintures. Donc, pour rentrer un petit peu dans le technique, parce que je pense que ceux qui nous écoutent ont peut-être aussi un petit peu envie d'apprendre des choses qui vont être plus pratiques, on va dire. Mais dans les enduits et dans les peintures, il y a 3 éléments principaux. Il y a un élément collant qu'on va appeler le liant. Donc le liant, il va agréger les éléments ensemble. Qu'est-ce qui va agréger le liant? Il va agréger les agrégats ou la charge. Du coup, on apporte une charge mélangée à ce liant et ça va finir par avoir une cohésion et se solidifier. Et puis, il y a un diluant. Parce qu'une fois qu'on a le liant, qu'on l'a mélangé avec la charge, il va falloir que ça ait la texture qu'on a envie, que ce soit pas trop lourd, que ce soit pas trop dur, que ce soit pas trop liquide. Donc, le diluant, il va nous permettre justement de jauger si la texture est la bonne texture. Et quand on a compris ça, on va pouvoir faire des enduits à la chaux. Le liant, ce sera la chaux. La charge, ce sera le sable. Le diluant, ça va être l'eau. On va pouvoir faire des enduits à la terre. Le liant, ce sera l'argile. La charge, ce sera du sable. Le diluant, ça va être de l'eau. On va pouvoir faire ses propres peintures écologiques à la maison. Donc, selon justement la base de la peinture. Par exemple, la peinture à la caséine. La caséine, c'est une protéine du lait. Voilà, on va faire court. C'est issu du lait de vache. Donc, on a la protéine caséine qui va coller. On a une charge qu'on va amener, ça va être de la craie ou du blanc de meudon. C'est un peu l'équivalent. Et puis, on a le diluant qui va être de l'eau. Si on doit faire des peintures ou des lacs, des peintures à l'huile, on va avoir le liant qui va être l'huile. On va avoir la charge qui va être le pigment, la couleur, et puis on va avoir le diluant qui, cette fois, au lieu d'être de l'eau, ça va être une essence. Donc ça peut être des essences, pas forcément du diesel, mais des essences naturelles, des essences d'agrumes ou des choses comme ça. Mais voilà, quand on a compris ça, on a déjà presque tout compris sur ce qui est enduit et peinture d'intérieur. Trouver quelque chose qui colle, trouver quelque chose à coller, et puis apporter la bonne texture.
Et voilà. Donc ça, c'était pour le point un peu plus technique, légèrement. Non, mais c'est intéressant parce que en fait, dans ce que tu dis, en fait, c'est que des matériaux super naturels que tu peux trouver assez facilement, en fait, finalement. Donc, c'est accessible, comme tu disais. Ouais, ça ramène à l'idée de tout à l'heure que justement les matériaux naturels sont accessibles parce qu'ils sont pas chers, ils sont accessibles parce qu'ils sont là et puis que personne en veut forcément. Et puis ça casse le mythe de la peinture, c'est très compliqué. Si ça coûte si cher, c'est que ça doit être très compliqué. En vrai, ce qui se passe avec les peintures, c'est que l'industrie pétrochimique pour le coup, a réalisé vraiment un tour de force incroyable. C'est que on savait faire des peintures avant 1950, je veux dire, avant qu'il y ait vraiment cet essor-là, avant qu'il y ait justement le pétrole, l'abondance du pétrole et puis tous ces produits un petit peu synthétiques. Mais là où il y a une grosse transformation, c'est que d'un seul coup, on a pu mettre tous ces produits dans des pots. Ces pots, on a pu les stocker pendant des semaines, les faire voyager en cargo, en avion, tout ce que tu veux, ou bien juste en camion, les entreposer en magasin. Le client, il arrive, il ouvre son pot et hop, c'est exactement la même peinture que ce qu'elle était 2 mois plus tôt. Et du coup, la magie là, c'est que il a fallu ajouter tout plein de stabilisants. Oui. Il a fallu ajouter tout plein de produits de synthèse qui ont fait que ce produit initial ressemble, enfin que ce soit le même produit au début et à la fin du processus, tu vois. Et c'est ça qui est pas possible de faire avec les peintures naturelles. Mais oui, elles ont peut-être une durée de vie qui est beaucoup plus courte une fois qu'elles sont produites, c'est ça? C'est ça, selon l'élément base. Elle peut avoir une durée de vie plus courte, mais surtout elles sont moins stables. C'est-à-dire que le client final, il va ouvrir son pot de peinture, il va dire mais c'est quoi ce truc? C'est tout dur en bas, c'est tout liquide en haut, j'arrive pas à le mélanger, ça tient pas. En fait, ouais, parce que la peinture à l'intérieur, il y aura de nouveau eu du tassement, il y aura eu plein de choses, et puis ce sera peut-être inutilisable. Donc le gros tour de force de l'industrie, si tu veux, de la peinture et puis des revêtements muraux en général, c'est qu'ils ont réussi à stabiliser quelque chose. Mais ça a eu un prix. Cette stabilisation, elle a été aux dépens de la perspirance des murs, c'est-à-dire aujourd'hui, on cherche à avoir des murs qui respirent dans une maison, on cherche à permettre un petit peu les échanges gazeux et les échanges hydriques dans les parois. Et ces produits-là, filmogènes, ça veut dire qu'ils posent un film plastique, parce qu'au final, c'est comme si tu mettais un rouleau de film plastique de cuisine que tu enveloppais tes murs avec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec toute l'humidité qu'on produit dans la maison, cette humidité-là, elle va goutteler, ça va rester à l'intérieur, ça va créer des moisissures. Le mur, c'est pareil, il est humide, mais il peut pas évacuer cette humidité-là. Donc, les maçonneries, elles vont commencer à se déchausser, ça va créer des remontées de salpêtre, tout ce que tu veux. Ça réduit peut-être aussi la durée de vie, finalement, de nos matériaux initiaux, du coup. Ouais, ça réduit la durée de vie du bâti ancien, en tous les cas. Donc là, on parle pas vraiment de parpaing de parpaing de béton et de choses comme ça, mais tout le bâti ancien, il en souffre beaucoup. Mais en tous les cas, ce qu'il faut démystifier, c'est l'idée de se dire, si ça coûte si cher et si c'est si compliqué, c'est que ça doit être dur. Non, c'est juste qu'ils ont réussi à normaliser, à mettre des normes sur des textures de peinture, des couleurs exactes de peinture qui sont bien codifiées, de ci, de ça. Et tout ça, ça a un prix, mais ça, on n'est pas obligé de l'avoir avec les peintures naturelles. Avec les peintures naturelles, on le fait soi-même, on sait qu'on va l'utiliser demain, après-demain ou dans la semaine. On note un peu ce qu'on met dedans pour pas avoir un jour du vert pétant, l'autre jour du vert kaki. Et puis on y va. Et comme on n'a pas besoin de la garder, on peut tout de suite, on n'est pas obligé de mettre tous ces stabilisants et tous ces adjuvants qui sont dans les autres peintures. Et ce qui est super cool, c'est que on prépare ce dont on a besoin. C'est-à-dire, quand tu vas acheter un pot de 10 litres ou de 5 litres, tu vas le ramener à la maison, il va t'en rester 3 litres. Et ce truc-là, tu peux le balancer nulle part, quoi. Il n'y a plus de gaspillage, ouais. Il y a du gaspillage, il faut l'amener à la ressourcerie, ça doit être traité, ça va certainement être brûlé. C'est des résidus, comme dit, pétrolifères qui vont partir ou en fumée dans les airs ou dans la nappe phréatique et dans la mer. Alors que quand tu prépares tes produits à toi, hop, t'as fini, déjà t'as préparé ce qu'il te fallait, tu en fais un peu plus, on sait jamais, mais quand t'as fini, tu fous ça au compost et on n'en parle plus, quoi. Et ça retourne dans la terre et c'est fini. Donc voilà, je pense que, je relance ici, je pense que ça c'est la grosse chose à démystifier au niveau des peintures naturelles.
Ok. Donc il y a cet aspect effectivement simplicité, mais il y a aussi cet aspect, est-ce que au niveau de la technique, la technologie entre guillemets, est-ce qu'il peut y avoir des différences par rapport à des peintures du coup industrialisées La technique de ou des préparation, enduits? Ouais. tu dis? Bah au niveau, par exemple, alors on a parlé de ça dans un précédent épisode de peinture du coup qui a été recyclée. Donc ils réutilisent en fait des peintures, des fonds de peau pour faire de la nouvelle peinture. Ouais. Mais ils gardent toute la technicité de la peinture, c'est-à-dire au niveau de l'application. Ils gardent, en gros, la peinture, elle reste nickel au niveau de la pose, etc. Est-ce que sur des peintures naturelles, au niveau des technicités, elles ont les mêmes performances entre guillemets qu'une peinture Non. Non, clairement, parce que il y a des gens qui ont justement travaillé beaucoup pour réussir à avoir ces résultats-là, qui pour un professionnel, pour un peintre professionnel, c'est le top. Parce que lui, comme dit, il va avoir une peinture, il sait qu'il l'achète aujourd'hui, le mois prochain. Enfin, chaque fois qu'il va réacheter sa peinture, ce sera la même. Et puis la pose est aussi optimisée. C'est pas des gros pâtés, c'est pas des grosses choses. Donc effectivement, quand on va préparer ses propres peintures, il y a un coup de main à prendre pour avoir la texture dont on a envie, dont on a besoin. Mais ça s'apprend et au final, ça ramène tout à la recette, grosso modo. Donc une fois que la recette est OK. Après, il y a l'application. Mais là, il n'y a pas de magie. Être peintre, c'est un métier. Il y a une jolie phrase qui dit quelque chose du goût de la peinture, c'est facile jusqu'à ce qu'on commence à comprendre comment ça marche. Je me souviens plus de la phrase exacte, mais elle est vraiment sympa. C'est vraiment pour comprendre que un enfant peut peindre, mais pour faire du vrai travail, du beau travail de peintre, c'est un métier, quoi. Donc tout simplement. Donc on respecte ce métier en essayant de faire les choses le mieux possible, mais il faut comprendre que il y a des règles d'application. Et pour les enduits, c'est pareil. Il y a la chaux qui est un matériau, on va dire plutôt l'argile et la terre crue, c'est assez simple. Elle se laisse manipuler, on peut la reprendre beaucoup, on peut toujours revenir dessus, on peut faire des erreurs. Avec la chaux, c'est un peu moins évident. Parce que un peu moins le droit à l'erreur, quoi. Il y a un peu moins le droit à l'erreur. Il faut savoir dans quel ordre la poser. Il faut que les conditions générales soient favorables, c'est-à-dire qu'il fasse pas trop chaud, que l'humidité, que ce soit pas trop sec, parce que la chaux doit faire sa prise, c'est-à-dire durcir très lentement. Et puis plus on va dans des techniques de chaux spécialisées, ou en tout cas on va dans des choses plus techniques, plus ça va être compliqué. Et là, encore une fois, il y a quand même le respect et le rôle de l'artisan dans tout ça qui développe un vrai savoir-faire. Ok. Mais oui, sur le plan effectivement pose, mais par contre sur le plan produit en lui-même, il garde les mêmes. Si on a bien respecté entre guillemets la recette de cuisine, c'est comme un gâteau. Hein, si on met un peu trop de sucre ou un peu trop de farine, parfois, on n'a pas le goût escompté. Pour la peinture ou pour l'enduit, si on respecte bien la recette et qu'on la fait correctement, on garde les mêmes capacités et technicités qu'une peinture ou qu'un enduit qui a été fabriqué à l'usine, sauf pour la durabilité, comme tu disais, mais au niveau de la technicité du produit, quoi. Grosso modo. Après, je mettrai un bémol parce que ça dépend des peintures. Il y a tout plein de peintures naturelles qui sont extrêmement simples à faire, mais qui au final sont peut-être moins agréables à pratiquer ou qui sont pas pareils. Donc moi je mettrais la peinture à la caséine, c'est une des plus techniques en termes de qualité, de rendu et tout ça, de couvrance, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans la peinture. La peinture à la caséine peut, je pense, elle peut vraiment être être comparée à d'autres peintures du commerce. Après, il y a d'autres peintures, on peut faire de la peinture à la bière, on peut faire de la peinture... Ça, c'est pour chez moi. Voilà, tu vois. Donc, à partir du moment où on a, comme je parlais, les trois composantes tout à l'heure, on peut faire des peintures avec toutes sortes de choses, avec de l'œuf, avec, comme dit, avec de la peinture à l'huile. Et ces peintures-là auront d'autres propriétés. Et typiquement, il y en a qui vont résister au lavage, il y en a qui vont justement pas résister au lavage, qui vont pas être faites pour l'extérieur. Voilà. Faut bien se renseigner aussi là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Je reviens sur la notion de recette. En fait, il y a plusieurs recettes pour plusieurs gâteaux et il y a un gâteau du commerce qui va être bien croustillant et bien tout ce que tu veux. Mais dans les recettes de dessert maison, nous on va faire, il y en a qui vont être plutôt des flancs,
il y en a qui vont être plutôt croustillants, il y en a qui vont plutôt être croquants, il y en a qui vont plutôt être ci ou plutôt être ça. Et c'est aussi tout le charme parce qu'on peut l'adapter à ce dont on a besoin. C'est pas du produit unique pour généraliser et puis tout recouvrir. On revient un peu à tes explications du début où en gros on s'adapte aussi à ses propres couches corporelles, etc. et en fonction aussi de sa maison. Et d'ailleurs, c'était aussi une de mes questions. Est-ce que c'est plus adaptable ce genre de technique d'autoconstruction à certains types de structures, de types de maisons, ou est-ce que on peut le faire partout en fait, dans tout type de maison et ça peut être donc tout type de région aussi, peut-être géographique, ou est-ce qu'il faut s'adapter en fonction de la structure et de la région? Oui, non, pour ce qui est du revêtement intérieur, on peut et on devrait le faire partout. Dans la mesure où il y a aussi ce côté santé, donc qu'on va rechercher, où il n'y a pas de dégagement de COV, il n'y a pas de complications, on va dire, cachées ou de vices cachés qui vont avoir des répercussions sur notre santé. Donc à partir de là, oui, on peut l'appliquer partout. Chaque matériau aura le produit qui sera relativement adapté et puis on jongle avec ça, mais c'est faisable partout. Ok. Et pour l'aspect extérieur, je sais pas si c'est là, il faut faire attention un peu plus à certains éléments ou. Ouais, faut faire, voilà, c'est des éléments météorologiques, donc la pluie, le vent. Il faut avoir des enduits extérieurs qui protègent la maison. Donc, un des rôles de l'enduit, c'est le rôle protecteur. Donc, on a parlé du rôle esthétique et du rôle justement visuel, esthétique. Il y a aussi le rôle protecteur. Donc, les enduits qu'on utilise doivent être bien choisis pour pouvoir protéger la maison et puis que ça dure dans le temps, quoi. Donc il y a certaines façades de la maison qui vont être plus exposées que d'autres, souvent le nord, souvent l'ouest. Voilà, là il faut être sûr d'avoir un enduit à la chaux, par exemple, ça va très bien. Hein. Après c'est pas la peine. Le travers qui s'est passé pendant ces dernières décennies, c'est qu'on a voulu surdoser et surprotéger vraiment tous les bâtiments. Donc on mettait dessus quelque chose, mais c'était dur comme la pierre au coup, alors qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On peut avoir une couverture qui soit souple mais résistante et solide. Quand je dis souple, c'est relatif, mais en tout cas pas aussi rigide que le ciment Portland qu'on utilise pour beaucoup de choses. Ok, c'est clair. Je voulais arriver aussi sur un aspect, on en a parlé un tout petit peu au fur et à mesure de l'épisode, mais est-ce que le fait de partir dans ce genre de technique d'autoconstruction, d'éco-construction, ou de maçonnerie douce, c'est pour une typologie de personnes, ou est-ce que tout le monde peut s'y mettre progressivement en fonction aussi de ses capacités, de ses envies, de son temps aussi? Je sais que tu as accompagné pas mal de personnes. Est-ce que tu as des profils divers et variés, ou est-ce que c'est souvent un même profil entre guillemets qui va vers ce genre de conception? Là aussi c'est par cycle, et je pense que tous les changements, toutes les révolutions, elles passent par des cycles où d'abord c'est des profils extrémistes, c'est des profils extrêmes qui vont adopter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Et ces personnes-là vont finalement développer les capacités et montrer que c'est relativement possible. Il y a aussi dans l'univers numérique, on appelle ça des early adopters, donc les personnes qui vont vraiment prendre ça au début. Mais donc eux, ils doivent être à moitié extrémistes parce que personne d'autre a envie de faire ce qu'ils font, personne d'autre a envie de prendre les risques qu'ils prennent, et puis voilà, de s'embêter avec ça. Mais au fur et à mesure, ces gens, ils sont super utiles parce qu'ils vont valider des façons de faire, valider des techniques, ils vont dédier souvent leur vie à des solutions, à des mécanismes ou à des préparations, et au fur et à mesure, ils vont développer ça. Et dans la branche de la construction écologique en particulier, donc il y a un petit peu toute cette vague, ou toute une vague qui est beaucoup plus je vais mettre des grands guillemets, mais hippie, baba cool, tout ça, qui ont finalement porté le sujet pour faire en sorte qu'il arrive jusqu'à nous comme il arrive maintenant. Et maintenant, à mon avis, c'est justement une plus grande masse et un nombre plus important de personnes qui vont commencer à l'adopter à leur tour, parce qu'on comprend qu'il y a vraiment
pas que des avantages. Je suis rarement blanc ou noir, mais il y a énormément d'avantages à utiliser des solutions écologiques. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu tout le monde qui s'y met. Ça dépend de quoi on parle. Je veux pas rentrer trop en profondeur, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'y mettent. Monsieur tout le monde commence à se poser la question, tiens, comment je peux faire ça? Et de manière intéressante aussi, moi sur Faisons le Mur, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le conventionnel. Donc, tout ce qu'on dit conventionnel, c'est vraiment les travaux comme on les fait depuis l'invention du ciment. Et puis qui sont en train de se dire non, mais comment est-ce que je fais autrement, quoi? Et comment est-ce que j'essaye de faire mieux? Comment est-ce que j'apporte plus de valeur? J'ai un enfant en bas âge, je vais refaire sa chambre. Est-ce que j'ai envie d'appliquer les produits que je vends chez moi, tu vois? Et du coup, il y a toute une réflexion qui commencent à se poser en fait sur la pérennité, sur la polluance aussi, enfin sur plein de choses, quoi. Clairement. Et voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais me résumer, on en a dissémé un peu dans tout l'épisode, les grands avantages et les grands inconvénients en fait de ces solutions-là. Je pense que ça pourrait être bien de bien les résumer pour voir en gros clairement ce que ça apporte aux gens, en fait, à ces gens qui peut-être se posent encore pas mal de questions et qui savent pas trop vers quoi se diriger. Ouais. Alors, il y a des avantages qui sont des inconvénients. Ça dépendra de quel point de vue on les observe, notamment le fait qu'on le fasse soi-même. Donc, ça demande un petit peu plus d'implication personnelle. Parce qu'il faut faire ces préparations. Donc ça, pour certains, ça peut être un inconvénient parce qu'ils ont vraiment pas le temps. Pour d'autres, ça peut être un avantage parce que justement, ils reprennent la main sur ce qui les entoure et puis sur ce qu'ils ont envie de faire. Donc puis ça peut être une fierté aussi. Ça peut être une fierté, oui, clairement. Clairement, on est vraiment content. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait soi-même. Si on demande à la petite personne dans notre tête, elle va dire ouais, mais là t'as vu, là t'as fait un trou et puis là c'est machin. Mais en fait, quand on montre son travail et qu'on voit que les gens qui ne voient pas les défauts que nous on voit, qui voient dans la globalité et puis qui aiment ça, c'est une vraie fierté. Donc oui, c'est sûr que ça, le do it yourself, ça apporte ça. Sinon, alors avantages, inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Donc il y a un petit peu plus d'implication au niveau du temps, donc il faut le préparer soi-même. C'est pas adapté à toutes les surfaces. C'est-à-dire que on peut trouver des solutions pour toutes les surfaces, mais il n'y a pas une solution qui va faire toutes les surfaces. Donc des fois là, on peut un petit peu se planter. Inconvénient. Bon, je dois pas être très objectif parce que j'en vois plus. Ah, il y en aura d'autres. Après, c'est dur de tout mettre dans le même sac parce que quand on parle de la chaux, quand on parle de la terre crue, quand on parle du plâtre, il y aura à chaque fois d'autres inconvénients, quoi. La chaux, par exemple, elle a besoin d'un petit peu de cuisson. Donc voilà, ce que la terre crue n'a pas besoin. Voilà, mais c'est toujours moins de cuisson que le ciment. Mais je resterai sur ces deux grands inconvénients. Préparer soi-même, et puis, et le deuxième, je l'ai oublié tellement il devait pas être trop important. Ensuite, les avantages, c'est un avantage au niveau de la santé. Donc, on sait ce qu'on met sur son mur, on sait ce que ça émane comme produit toxique ou non toxique. Donc, au niveau de la santé, le faire soi-même, donc le plaisir de pouvoir s'approprier son intérieur, le plaisir aussi de pas polluer, c'est-à-dire il y a notre santé à nous, il y a aussi la santé de la planète et de l'environnement. Donc là, on est tout bon. Si tu veux, on rejoint une cause qui nous dépasse, et là c'est aussi bien de faire sa part du colibri comme ça. Cause commune, ouais. Voilà. Et puis les autres avantages, c'est pas agressif. La plupart des produits naturels sont pas agressifs, que ce soit à l'utilisation, parce qu'on n'y pense pas. Mais quand on fait des peintures classiques chez soi, le pic d'émanation de COV, c'est après 3 jours. Donc on a aéré pendant 2 jours, on se dit c'est bon, et d'un seul coup on se retrouve dans le pic d'émanation, on va dire toxique. Il y a les animaux. Tu vois, on n'y pense pas toujours, mais on a aussi des animaux qui sont là, qui respirent cette ambiance-là et qui peuvent lécher ou je sais pas. Enfin, passons, les enfants en bas âge, tout ça. Alors que les produits naturels, il y a pas tout ça. Il n'y a pas ce risque, ouais. Le plan économique aussi, on en parlait un tout petit peu au début aussi. Le plan économique, c'est juste avec les produits bruts. Donc, si on les fait soi-même, c'est intéressant du côté économique, exactement. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ou... Là, tout de suite, non. Il y en a plus parce que je me suis déjà amusé à faire des comparatifs comme ça, mais là, c'est ce qui me passe par la tête.
Ok, très bien. Il y a un autre sujet. Alors, je sais par le biais de notre discussion précédente que tu es ambassadeur de Twiza. Alors, Oui. Twiza, c'est un réseau d'entraide autour de l'éco-construction et de l'autoconstruction, si je me trompe pas. Donc, c'est aussi un formidable moyen d'apprendre à bricoler par l'intermédiaire de ce genre de plateforme. Absolument. Et donc, tu participes du coup à des chantiers participatifs et tu fais également de la formation avec eux, si je me trompe pas. Ouais, alors pas directement avec eux, mais en fait, il y a toute une plateforme sur laquelle il y a des forums, et puis voilà, on participe à aider les gens à réussir leur projet comme ça. Ok. Et du coup, par l'intermédiaire de ces chantiers participatifs, en fait, ça m'amène à te demander, est-ce que tu trouves que plus ces types de projets, ces plateformes, ça devient une tendance aussi du coup? Mais est-ce que c'est monsieur ou madame tout le monde aussi qui vont là-dedans? Ou est-ce qu'il y a des projets un peu plus communautaires ou plus environnemental qui va vers ce type de chantier ou qui on retrouve en fait dans ce genre de structure? Et est-ce que tu recommandes aussi ce type de structure pour apprendre en fait? Ouais. Alors, je commence par la dernière question. Donc oui, je recommande au maximum d'aller faire des chantiers participatifs. C'est voilà, l'information, comme je disais, elle circule bien, mais après, à un moment donné, il faut mettre en pratique. Et là, c'est vraiment la meilleure manière de le faire. Pourquoi c'est la meilleure manière? Parce qu'on prend pas trop de risques. On va rejoindre un groupe sur un chantier qui a déterminé un petit peu les tâches ou les objectifs à atteindre. Donc ça va être faire un mur, ça va être faire une cloison en botte de paille, ça peut être faire une couverture, tout plein de différents projets, comme dit, à tendance écologique. Donc l'idée de fond, c'est vraiment ça. Et du coup, on va apprendre énormément de choses sur le plan technique, sur le plan logistique, sur le plan humain. Donc voilà, on va rencontrer d'autres personnes, échanger, rester en relation avec ces autres personnes qui sont elles-mêmes là pour apprendre, pour pouvoir passer à leur propre projet. Donc au final, ça crée quand même des convergences qui sont énormes. Donc oui, absolument, les chantiers participatifs, c'est voilà, il faudrait faire une fois par an des vacances en chantier participatif. Ok. Après, qui y va? Il y a des gens qui y vont par conviction écologique, qui ont envie, et puis par curiosité, par goût. Donc voilà, c'est juste, ils ont entendu parler de certaines techniques. Ils trouvent que c'est une meilleure façon de passer le temps que de peut-être rester à la maison pendant X ou Y période de vacances ou de latence. Donc ils vont le faire sans forcément avoir de projet. Il y a les personnes qui sont convaincues aussi du bénéfice des solutions écologiques et qui vont y aller pour se former elles-mêmes. Voilà. Et il y a les personnes qui savent pas trop, mais qui ont finalement trouvent que c'est un bon moyen, ou plutôt c'est une solution économique pour pouvoir comprendre ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc ils n'ont pas forcément le profil du zadiste qui va faire le tour des chantiers participatifs, mais ils sont dans une démarche d'apprendre et ils réalisent que c'est beaucoup moins cher d'apprendre en faisant comme ça. Enfin, c'est pas une question d'argent, mais souvent le budget ça compte quand même, mais c'est beaucoup plus accessible d'apprendre en faisant comme ça, ou alors d'organiser soi-même un chantier participatif comme ça, puisque le principe c'est de faire venir c'est pas des stagiaires, c'est des aidants, voilà. Enfin, on fait un petit peu la distinction à Twiza, c'est pas des stagiaires, c'est vraiment des bénévoles qui viennent pour apprendre quelque chose en échange d'un service. Et eux, en apprenant ces choses nouvelles, ils construisent une maison. Donc t'apprends pas dans un atelier, ou tu apprends pas dans un endroit où t'es dans les faits réels, ouais. Voilà, t'es dans le réel, et ce que tu fais, ce que tu produis, ça va résister et ça va rester. Donc c'est quand même noble. C'est quand même une belle expérience. Et effectivement, c'est lié au collaboratif aussi. Enfin, ça amène toute une dimension sociétale qui est intéressante aussi, quoi. Ouais, qui est intéressante et incroyable. Il faut se dire que on s'en rend pas compte parce qu'on l'a, c'est comme le covoiturage et tout ça. On se dit bon bah c'est sympa, mais en fait c'est des choses. Le covoiturage ça existe dans d'autres pays maintenant, mais les chantiers participatifs c'est hallucinant. Chez des Italiens, ils sont hallucinés de savoir qu'on fait des choses comme ça. Quoi, les gens, mais ils vont construire des maisons avec d'autres gens. Pourquoi? Pour construire leur propre maison. Pourquoi ils achètent pas? Enfin voilà, il y a pas cette alternative dans tous les pays. Et du coup, l'initiative de Twiza, elle est vraiment remarquable et à supporter, ouais, à défendre.
Ok, bah écoute, ce sera cité et parlé dans cet épisode, si ça peut leur faire un peu de communication aussi, c'est très chouette. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur le sujet, quelque chose dans lequel on n'aurait pas été, qu'on n'aurait pas évoqué, et que il te semble pertinent Souvent, le souci, c'est qu'on ne trouve pas forcément des artisans. Donc c'est assez compliqué des fois de trouver des personnes parce qu'on peut faire venir un artisan et puis travailler avec l'artisan. C'est aussi des choses qui s'arrangent et qui se négocient. Mais dans le monde de la construction écologique, à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident de répertorier des artisans. Donc moi, la question que j'entends souvent, c'est comment je peux faire pour trouver du savoir-faire. Donc ce que j'ai envie de suggérer, c'est d'aller voir les magasins de fourniture de produits écologiques, de produits de construction écologique, et de demander, parce que eux, en règle générale, ils ont un petit annuaire de clients, leurs clients à eux, justement, ce sont des professionnels, donc ils peuvent vous orienter vers telle ou telle personne. Il y a aussi beaucoup d'organismes de formation, que ce soit sous forme d'associations, sous forme diverses et variées. Essayez de les trouver sur Internet. Mettez-vous en relation avec elles, et elles aussi, elles connaissent un petit peu ces réseaux-là. Et puis, sinon, il y a Twiza, comme dit, c'est aussi une manne d'artisans qui sont là sur les forums, qui répondent à des questions. Il y a un équivalent de Twiza qui s'appelle les castors. Les castors, ils existent depuis 1920, c'est un truc assez impressionnant. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, Castorama, à la base, c'est inspiré du projet des castors. Donc eux, ils aident. C'est vraiment la construction en collectif, les chantiers participatifs avant l'heure. Donc ils aident les personnes à construire des maisons individuelles pour eux-mêmes. Donc voilà, castor.fr, vous devez pouvoir trouver ça. Okay. Et voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de choses. Ok, très bien. Eh ben écoute, je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Je te propose, si tu veux, on passe à la phase action et sur les petites questions concrètes. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos éditeurs, ils ont un projet d'éco-construction, de maçonnerie douce. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, une première action à faire, un truc très concret que tu pourrais les donner là tout de suite maintenant. Ok. On en a parlé, mais c'est s'inscrire à Twiza. Allez voir un peu ce que fait Twiza. Un autre conseil concret, c'est se former. Donc, aller chercher de l'information, essayer de faire par eux-mêmes, et puis essayer de faire déjà pas avoir peur, hein, c'est ça l'idée de fond, mais faites des peintures avec vos enfants. Faites des peintures, essayez sur Faisons le mur, il y a des recettes naturelles, des recettes toutes simples à faire vraiment à la maison. Faites-les pour vous éclater. Faites-les pour refaire une pancarte à l'extérieur. Faites-les pour faire un tableau, pour faire de la gouache avec les enfants. Essayez de faire des choses. Commencez petit et vous allez voir à quel point c'est rigolo. Et à partir du moment où on a quelques pigments, donc des couleurs, après on peut aller mélanger chaque fois avec différents liants pour avoir différents résultats. Mais lancez-vous sur des petites choses qui vous font plaisir. Voilà. Et avec les enfants, c'est toujours mieux. Oui, puis ça leur fait une activité. L'après-midi, ils sont tout contents. Et puis en même temps, nous, on s'entraîne sur nos chantiers. Donc c'est double bénéfice. Trop bien. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal, Gauthier ? Mon bercail idéal, c'est un peu compliqué peut-être pour moi de répondre à cette question parce que je suis un peu un déraciné. Je suis né au Gabon, j'ai grandi là-bas, après je suis arrivé en France, on habitait en Allemagne, j'ai fait des saisons, donc j'étais un petit peu j'ai un peu bourlingué, et j'ai toujours cherché mes racines. J'ai pensé les trouver en devenant justement artisan, que j'allais construire ma maison, mon propre projet, et au final, la maison ou ce que j'ai construit, c'était Faisons le mur, finalement plus que ça, donc ça a plus été en rapport avec aider les autres. Donc mon bercail idéal, ce serait une maison expérimentale certainement, une maison avec plein de talents, plein de gens qui savent faire des choses différentes, et voilà, quelque chose qui soit très inspirant, quoi. Le Disneyland de la construction écologique, où à chaque coin il y aurait différentes idées, différentes choses comme ça. Voilà. Mais je pense que le bercail, c'est un petit peu les endroits les personnes avec qui on se sent bien. C'est certainement ça, la vraie maison, quoi. Ok, super.
C'est un chouette bercail. Est-ce que tu as des sources à nous partager, des livres, des podcasts, des personnes que tu verrais intéressantes sur le sujet ou qui t'ont intéressé toi aussi? Alors, les livres, parce que j'aime beaucoup les livres et qu'on peut apprendre énormément de choses à travers les livres. Donc, pour tout ce qui est technique, allez voir les éditions Terre Vivante. Ils ont des bouquins qui sont... alors, il y en a qui sont un peu plus, on va dire, pour rêver, s'inspirer et tout ça, et qui sont super intéressants et plein d'informations utiles aussi. Mais il y a vraiment des bouquins techniques très poussés qui sont ultra intéressants pour aborder le sujet de la construction écologique. Les ressources, il y a le livre Bâtir en terre de Laetitia Fontaine et Romain Anger qui est un vrai plaisir. Donc on apprend tout ce qu'il faut savoir sur les argiles, sur les relations entre les argiles et les grains, dans le bâtiment. Enfin voilà, il y a tout plein d'informations ultra utiles, tout plein d'exemples concrets aussi de construction en terre crue. Il y a une chanson que j'avais envoyée à Frédéric, sur laquelle je suis tombé juste après que j'ai avoir discuté avec elle, et qui est de Connor Price, une chanson qui s'appelle... Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle. Attends, je crois que je l'appelle Home. Roots. Donc ça, voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, c'est sympa à écouter. Et puis il parle justement de cette notion de maison. Où est notre maison? Donc c'est pour ceux qui parlent un peu anglais. Et voilà, comment trouver sa vraie maison si tant est qu'elle existe. Parfait. Je te remercie Gauthier, c'était un super épisode. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou on a envie de suivre une de tes formations? Eh ben, faisonslemur.com, c'est faisons-le-mur.com, et il y a une formation gratuite aux enduits à la chaux pour ceux qui sont intéressés. Personne sérieuse, non sérieuse, s'abstenir, parce que du coup c'est vraiment 4 modules, c'est gratuit mais c'est pas, voilà, j'aime bien dire, c'est gratuit mais ça n'enlève pas sa valeur, donc suivez-la si vous la prenez. Et puis je vais faire un lien, faisonslemur.com/bercail, comme ça vous la trouvez directement. Et puis on se retrouve là-bas, quoi. Donc Bercail, BERCAIL, c'est bien ça? Parfait, c'est exactement ça. Et trop bien. Merci beaucoup Gauthier, c'était très très cool. De toute façon, on se retrouve très rapidement. Et merci à toi pour cet épisode. C'est moi qui te remercie, et puis bonne continuation. À bientôt Bercail. Merci, à bientôt dans vos bercails. Si je devais retenir 3 choses de cet épisode, ce serait que faire sa peinture ou son enduit naturel, c'est accessible. Les produits sont simples à trouver. Bien sûr, c'est bien d'avoir quelques bases avant de se lancer, mais de plus en plus d'informations sont disponibles dans des magasins de produits naturels, sur Internet ou auprès de formateurs spécialisés. Ensuite, les grands avantages quand tu prépares tes produits à toi, c'est que tu fais la quantité qu'il te faut. Peut-être un peu plus, mais tu peux vite la recycler derrière. Tu as un produit sain pour ta santé et bon pour la planète. Et en plus, tu peux être fier de l'avoir fait par toi-même. Et enfin, plusieurs recettes pour plusieurs gâteaux, le produit va s'adapter aux besoins et à tes propres envies. Renseigne-toi sur le chantier et sur le rendu que tu souhaites retrouver pour choisir ta méthode d'enduit ou de peinture naturelle. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercail, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercail.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercail.